C'est bon. C'est bon? C'est bon? Bonjour à tous, il est 8h45, un petit peu passé, désolé pour ce contretemps. Nous allons commencer ce webinaire ICS, donc organisé par Solutions Éco, agence régionale. Je commence tout d'abord par excuser donc Richard Thirier, donc conseiller régional en charge des entreprises à capitaux étrangers. Il devait nous rejoindre aujourd'hui, il a eu un contretemps, ce qui explique en partie notre retard, et il prie de bien vouloir l'excuser pour son absence. Donc, ce webinaire donc est dédié aux perspectives économiques internationales. Nous aurons également un focus sur la situation en Pays de la Loire. La séquence est enregistrée, ce qui va permettre aux personnes qui n'ont pas pu être présentes ce matin de pouvoir la visionner ultérieurement. Voilà, je conclurai donc en disant que ce webinaire s'inscrit dans la suite d'un webinaire qui s'était tenu l'an passé en juillet dans le cadre du Hub international qui est piloté par la région Pays de la Loire. Et le webinaire va s'organiser en 3 temps. Donc, il va y avoir un temps sur les perspectives internationales avec un retour sur les prévisions annoncées en 2022. Donc, c'est Jérémy Robiol, directeur du développement chez Exerfi, qui fera l'intervention. Ensuite, nous aurons un focus sur la situation en Pays de la Loire par Virginie Guigaud-Geffroy, responsable adjointe du département analyse et prospective Solutions Éco. Et nous terminerons par un temps d'échange, questions-réponses. Vous pourrez donc poser vos questions et réagir et apporter vos commentaires. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser la petite icône question que vous trouvez en bas à droite de votre écran pour poser votre question au fur et à mesure du webinaire, et nous les traiterons toutes regroupées en fin de séquence. Voilà, la séquence se terminera à 9h30. Et entre-temps, donc, à l'issue de cet échange, vous recevrez un questionnaire, une enquête de satisfaction. Et en fonction de vos retours, nous envisageons de reconduire ce temps dédié aux perspectives économiques de façon annuelle, car il nous a semblé que dans ce monde hyper connecté, et toutes les évolutions économiques sont intéressantes à mettre en perspective, et que ce type d'informations peuvent vous être pertinentes dans le cadre du pilotage de vos entreprises. J'ai assez parlé, je vous remercie, je passe la parole à Jérémy Robiol. À tout à l'heure. Bonjour à tous et merci pour cet accueil et notamment cette invitation, hein, Christian. Peut-être juste pour me présenter rapidement, donc je suis Jérémy Robiol, je suis directeur du développement de Exerfi Spécifique, qui est l'antenne au sein du groupe Exerfi qui s'occupe de toute la partie des études et prestations sur mesure. Donc on est un institut d'études économiques et financières. Et effectivement, au menu de ce webinaire, hein, une présentation qui portera sur l'économie mondiale, et évidemment un gros focus sur la France et sur les secteurs. Donc sans plus tarder, on va passer directement à la présentation et notamment au sommaire, si c'est possible. Voilà, merci. Donc oui, comme je le disais, une première partie qui sera consacrée à une économie mondiale au ralenti, une deuxième partie qui portera cette fois sur notre scénario pour la France, et enfin on fera quelques focus sur l'industrie. C'est la slide suivante. Il a le bouton, en fait. Merci. Donc une croissance mondiale toujours au ralenti en 2023. Juste peut-être pour regarder un tout petit peu dans le rétro, et pour celles et ceux qui étaient présentes et présents l'an dernier, on avait des prévisions de croissance à plus de 3% pour 2022, et encore une fois à 3% en 2023 et 3,2% en 2024. Vous le voyez, le conflit russo-ukrainien et notamment tous les impacts liés à ce conflit-là en termes de matières premières, en termes d'impact sur notamment l'inflation et les économies, a eu un effet de
entre 0,7 et 0,5 points en moyenne pour l'économie mondiale. Donc c'est un choc important, et c'est un choc qui est lié au ralentissement de quasiment toutes les économies, finalement, puisque on va en parler, que ce soit la Chine, les États-Unis, mais aussi la zone euro, tout est en ralentissement à l'heure actuelle. Aux États-Unis, on le voit, la croissance résiste. La croissance résiste, mais comme je le dis, le ralentissement est inévitable. Inévitable pourquoi? Parce que on est aujourd'hui dans une économie où les taux d'intérêt sont élevés. La Fed, qui est la banque centrale des États-Unis, quand vous lisez notamment les comptes rendus, ce qu'on appelle les minutes de la Fed, vous vous rendez bien compte que l'objectif, c'est pas nécessairement de baisser les taux à l'heure actuelle, mais plutôt de les maintenir, et de les maintenir à haut niveau. Alors, l'objectif dans les prochains mois, ça va pas être de les augmenter. A priori, on va être plutôt sur une phase de décélération, notamment à partir de début 2024. En tout cas, nous c'est notre projection. Maintenant, il va y avoir déjà un ralentissement qui va être très progressif, et puis surtout, finalement, la Fed marche un peu sur des œufs. La Fed marche sur des œufs puisque par le passé, et notamment dans les années 80, ce qu'on appelle le moment Volcker, par le passé, la Fed avait justement fait jouer les taux d'intérêt de façon très très forte, et de façon très rapide, et ça avait complètement cassé la croissance. Ça avait cassé la croissance, et il y avait eu une augmentation massive du chômage à cette époque-là. Donc là, l'objectif, c'est vraiment pas ça, c'est de faire très attention, notamment au volet social de l'équation, et donc dans ce cadre-là, un maintien, mais pas d'augmentation à venir des taux dans les prochains mois. Pour autant, ce qu'on voit, c'est que inévitablement, il va y avoir un ralentissement de l'économie en 2024. Tous les voyants sont en ce moment un peu au rouge aux États-Unis. La croissance est en train de se casser progressivement, et donc notamment à l'export, il faudra pas que les États-Unis aillent chercher la croissance à l'export dans les prochains mois. La Chine, alors la Chine, c'est toujours un peu particulier de l'analyser, puisque il faut s'appuyer sur des données officielles. Or, on le sait, les données officielles de la Chine sont toujours un peu faussées, puisque pour la petite anecdote, là où l'INSEE en général sort les données de croissance pour la France stabilisées, j'allais dire, pour l'année N-1, il faut attendre à peu près, on va dire 3-4 mois après la fin de l'année N-1 pour avoir des données finalisées. La Chine, c'est à jour plus 1. C'est à jour plus 1, et donc on peut évidemment se poser des questions sur la réalité des chiffres chinois. Ce 5,3% qu'on annonce pour 2023, c'est plutôt un 2 ou un 3% si on devait l'analyser nous, puisque nous, ce qu'on regarde en réalité quand on va chercher j'allais dire les fondamentaux de la croissance chinoise, on va regarder d'une part l'immobilier, et d'autre part le marché de l'automobile. Et ces deux marchés-là, en ce moment, sont en grande difficulté. J'y reviendrai un tout petit peu après. Voilà, la reprise est à bout de souffle. On avait eu un 3% en 2022. On s'attendait plutôt à un 7 ou 8 pour l'année 2023. Donc la croissance est un peu cassée là en ce moment. Et pourquoi est-ce que la croissance est cassée? Il y a surtout des raisons structurelles en réalité à cet essoufflement. La première raison, c'est le vieillissement de la population. En Chine, on a ce qui s'appelle la théorie du 4-2-1, c'est-à-dire compte tenu de la politique de l'enfant unique, un enfant paye la retraite de ses 2 parents et de ses 4 grands-parents. Donc, le vieillissement de la population, ça a un impact très très fort. L'épuisement des effets de rattrapage, je l'ai déjà évoqué. L'emballement de la dette, et notamment la dette privée, et notamment la dette liée au crédit immobilier,
il y a un vrai doute là en ce moment sur l'immobilier et notamment sur la soutenabilité de la dette privée en la matière. Et puis ensuite, on a des phénomènes qu'on voit depuis de nombreuses années. Le coût de la transition énergétique. La Chine reste un pays où les efforts en la matière vont devoir être très importants dans les prochaines années. Et l'interventionnisme de l'État dans les entreprises reste quand même assez fort. Je le disais à l'instant, panne de l'immobilier construction. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites par Xerfi sur le sujet. Je vous invite à regarder sur Xerfi Canal les 2 vidéos très très bien faites par Olivier Passet, qui est notre directeur de la recherche sur l'immobilier construction. Il y a un vrai risque en la matière. Hein. On peut citer par exemple le problème sur Evergrande, mais j'allais dire c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Il y a plein de promoteurs immobiliers qui sont en très très grande difficulté en ce moment. Et quand on regarde notamment les prix de l'immobilier, les prix de l'immobilier sont fortement négatifs et depuis longtemps. Ça fait quasiment 2 ans maintenant que les actifs immobiliers se déprécient en Chine. Et donc, inévitablement, ça crée une dépréciation des actifs et notamment une dépréciation des actifs sur les ménages chinois et notamment les ménages qui sont propriétaires. La fin du dividende démographique, c'est lié au vieillissement de la population. Hein, vous le voyez, la part des 50-60 ans a tendance à progresser de façon linéaire en Chine. Hein. Désormais, c'est 17% de la population totale qui est dans les 50 ans et plus, dans les 50-60 ans, pardon. Et donc, inévitablement, ça va avoir un effet sur les retraites, ça va avoir un effet aussi sur la croissance, puisque plus il y a d'inactifs et plus évidemment il faut de nouveaux actifs pour générer cette croissance. En zone euro, on fait du surplace. L'acquis de croissance en début d'année 2023 était assez faible et a priori donc on avait un acquis de croissance à 0,4 0,5%. L'acquis de croissance c'est quand on atteint un niveau en fin d'année et que ce niveau-là finalement est stabilisé sur l'ensemble de l'année. C'est-à-dire que vous générez 0% de croissance trimestrielle tout au long de l'année. Et donc, ça veut dire qu'on ne génère quasiment pas de croissance aujourd'hui en zone euro et ce sera probablement également le cas en 2024. Pour revenir un tout petit peu en arrière, puisque Christian m'a demandé de faire cet exercice, pour revenir un tout petit peu en arrière, sachez qu'on avait une prévision de croissance en zone euro pour 2023 à 1,2% et pour l'an dernier, et pour 2024, on avait une prévision à 1,5%. Donc là encore, ça veut dire que on a perdu entre 0,5 et 0,8 points de croissance en zone euro à cause de l'inflation, j'insiste bien là-dessus, à cause de l'inflation, mais pas à cause des matières premières. Les matières premières, on avait plutôt vu juste, on s'était rendu compte qu'il allait y avoir un retournement assez important des matières premières, là où on n'avait peut-être pas mis le curseur suffisamment de façon suffisamment importante, c'était sur les boucles prix-salaire. Il y a un vrai sujet sur les salaires en ce moment. Hein. Il y a des négos dans certains secteurs, je pense au transport notamment. Les négos commencent à 10% de hausse de salaire en ce moment dans le transport. Dans le BTP, on est à plus 4 ou plus 5% de demande de hausse de salaire. Donc, c'est évidemment un démarrage de la négo. Hein, ça ne veut pas dire qu'il y aura ces taux de croissance-là, mais en tout cas, ça vous donne vraiment ce pouls finalement qui va y avoir sur l'inflation dans les prochains mois. La BCE, donc ça va vous donner j'allais dire le moteur finalement qu'il va y avoir dans les prochains mois, notamment du côté des taux directeurs. La Banque Centrale Européenne a toujours tendance à marcher dans les pas de la Fed. Alors, avec un peu de retard, on a en général entre 3 et 6 mois de retard par rapport à la politique monétaire de la Fed, ce qui signifie que lorsque la Fed va finalement resserrer un peu,
ralentir ces taux, hein, les faire baisser progressivement, il y aura inévitablement un peu de retard de la part de la BCE. Donc nous, il faudra plutôt attendre, à mon avis, le deuxième trimestre 2024 avant que ces taux se retournent. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, on va avoir un retour à un euro fort. Alors là, on était très bon dans la prévision qu'on vous avait, alors, en étant humble, hein, on était très bon dans les prévisions qu'on vous avait données l'an dernier, puisqu'on avait prévu 1,08 $ pour 2023 et 1,08 $ pour 2024. On est dans les clous. On est dans les clous. La petite particularité, c'est que on va avoir un gros avantage. L'avantage avec un euro un peu plus fort qu'en 2022, c'est qu'on va arrêter d'importer de l'inflation. C'est-à-dire que quand on achète des matières premières qui sont libellées en dollars, inévitablement, on va les acheter un tout petit peu moins cher. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir du moment où on commence à se rapprocher de la zone des 1,10 $ pour un euro, ce qui sera le cas en 2024, on perd en compétitivité. Et on perd en compétitivité notamment à l'export par rapport à l'Allemagne. Donc là, attention sur l'export. L'export, c'était plutôt très bien porté ces 2 dernières années. 2022-2023 avait plutôt été assez bonne en la matière et ça avait permis justement de compenser ce problème de consommation qu'on a eu en interne, hein, en politique intérieure française. Je reviendrai là-dessus. Faudra pas compter sur le moteur de l'export là dans les prochains mois. On va passer désormais à notre scénario pour la France. Alors, juste peut-être en petite introduction, vous rappeler où on en est sur les matières premières. C'est important parce que ça va vous donner justement ce contexte pour comprendre comment évolue l'inflation en ce moment. Alors, le cours du pétrole en ce moment, il est au-dessus des 90 $. Hein. Il est remonté au-dessus des 90 $ de mémoire en septembre. Alors, désormais, c'est pas parce que justement il y a un besoin fort en la matière. Hein. C'est pas l'offre désormais qui tire les prix à ces niveaux-là. Pardon, c'est pas la demande qui tire les prix à ce niveau-là, c'est plutôt l'offre. Il y a eu des coupes de production de la part de l'OPEP+, donc l'OPEP plus la Russie ces derniers mois qui ont été annoncés. Et donc, il y a une volatilité sur les marchés à l'heure actuelle qui reste assez importante. Mais nous, on s'attend quand même à une décélération en la matière. Vous le verrez ensuite par rapport à nos prévisions. Donc voilà, nous on s'attend à un ralentissement, mais bien entendu, il peut y avoir ici ou là des foyers de volatilité, notamment sur les shorts, en tout cas les paris à court terme sur les marchés. De la même manière, quand on regarde les métaux industriels et les matières premières agricoles, donc là je vous ai mis l'indice GSCI des matières premières, c'est un panier moyen finalement de matières premières industrielles et de matières premières agricoles. Là encore, on est sur une forte décélération, puisque quand vous regardez le début d'année 2022, notamment quand on est entré dans le conflit russo-ukrainien, de février à avril, on était sur des niveaux qui avaient jamais été atteints. On n'est plus à ces niveaux-là, mais quand on regarde par rapport à la moyenne 2015-2019, on est encore très largement au-dessus. Ce qui explique à la fois que l'inflation énergétique reste encore le cœur de cette inflation-là, en tout cas qu'on n'ait pas une décélération massive de l'inflation énergétique, mais désormais cette inflation-là, elle est plutôt tirée, je le disais, par les salaires et aussi par l'alimentaire et les produits frais qui sont à des niveaux très élevés en ce moment. C'est pareil pour le gaz naturel. Quand vous regardez le gaz naturel Europe, nous on a une prévision pour 2023 à moins 66%, mais on reste à 14 $ de millions de British Thermal Unit, qui est la valeur de référence pour le gaz naturel en Europe. Je le rappelle, il n'y a pas de référence mondiale
sur le cours du gaz. Contrairement à ce qu'on peut voir pour le pétrole, où là, on a l'indice Brent et l'indice WTI pour la partie américaine, le cours du gaz est un cours régional parce qu'il est beaucoup plus difficile de transporter le gaz. Alors désormais, on a le gaz liquéfié, certes, mais qui représente quand même une part minoritaire dans les importations de gaz. Et donc, il y a un cours du gaz européen aujourd'hui. Et ce cours du gaz, il est dépendant de ce qui se passe au niveau, du côté de la Russie. Donc, voilà, le niveau reste encore assez élevé, notamment par rapport à ce qu'on pouvait voir sur la période récente. Et on s'attend à une nouvelle décélération en 2024, moins 10%. Donc, on devrait atteindre 12 $ de millions de British Thermal Unit. Mais ça reste des niveaux qui sont des niveaux assez élevés par rapport à la moyenne de longue période. De la même façon, on s'attend, alors aussi bien sur la fin d'année 2023 que sur le début d'année 2024, on s'attend à un ralentissement des principaux cours industriels, cours du cuivre, certes, mais aussi cours de l'aluminium. Donc pour les acteurs qui aujourd'hui utilisent ce type de matière, vous allez les payer moins cher. Attention en revanche, à partir du deuxième semestre 2024, pour l'aluminium, il va y avoir une reprise, et une reprise qui risque d'être assez importante, puisque c'est à peu près à cette période-là qu'on s'attend à une reprise de l'économie mondiale. Pour info, la Chine représente 50% de la consommation mondiale de ces matières premières, et donc inévitablement, quand il y a une reprise de l'économie mondiale, et notamment une reprise de la Chine, qui sera, oui, à peu près à cette période-là, il y aura une demande beaucoup plus importante à cette période. La désinflation pour la France, alors la désinflation, elle est lente, on est très au-dessus de la cible habituelle des banques centrales, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. J'ai regardé, puisque c'est Christian qui me l'a demandé, j'ai regardé ce qu'on avait prévu pour 2023. Pour 2023, on avait prévu une inflation à 2,5%. Alors, c'est vous dire à quel point on s'est trompé. Donc voilà, il faut faire preuve d'humilité dans les prévisions qu'on propose. On s'attendait très sincèrement à ce que le conflit ne dure pas aussi longtemps, à ce qu'il y ait un règlement qui se fasse au niveau européen et mondial. Alors patatras, on est encore dedans. Donc on est 2,5 points au-dessus de ce qu'on avait imaginé. Je crois que ça nous est jamais arrivé, très honnêtement. Et finalement, au niveau de l'inflation, il y a un décalage d'une année par rapport à ce qu'on avait prévu. Là, en ce moment, comme je le disais, les salaires et les demandes salariales sont très élevées, et il y a des tensions sur la main-d'œuvre qui sont très très fortes dans beaucoup de secteurs. Je pense notamment à la restauration, je pense au BTP. Dans le BTP notamment, on a quasiment 80% des recrutements qui sont effectués aujourd'hui, qui sont des recrutements qui sont considérés comme étant difficiles. Ça veut dire qu'il y a 8 recrutements sur 10 aujourd'hui qui sont considérés comme étant difficiles. C'est majeur, et je crois pas qu'on ait déjà connu ça par le passé. Donc cette désinflation, elle sera lente, comme je le disais. Il faudra attendre 2024 avant de retrouver un niveau qui est comparable à la cible de la Banque centrale européenne. Mais comme vous le voyez, quand on regarde 2018-2021, cette séquence-là, on était très en dessous des 2,5%. Donc ça signifie qu'il y aura encore ici ou là des foyers d'inflation. Attention au niveau de l'inflation, attention aux services. Les services, et notamment les transports, risquent de coûter beaucoup plus cher en 2024, puisque nous, on accompagne la Fédération nationale du transport routier, et on a prévu des hausses, là, ça va sortir très bientôt, donc je peux en parler. On a prévu des hausses de l'ordre de 4 à 5% dans le secteur au niveau des coûts. Donc inévitablement, ce sera répercuté dans les coûts des clients. Un impact évident. Alors, pourquoi est-ce que je parle de la consommation des ménages? Parce qu'on parlera de l'agroalimentaire ensuite. Un impact évident sur la consommation des ménages. La consommation des ménages, elle
elle est difficile là en ce moment, 0,7% d'après notre estimation pour 2023 et un petit 1,4% pour 2024. Les tensions budgétaires actuelles sont fortes, vous le voyez, les dépenses arbitrables, c'est-à-dire les dépenses loisirs, hein, finalement, les dépenses alimentaires, les dépenses de restauration, ont tendance à baisser alors même que les dépenses préengagées, c'est-à-dire toutes les dépenses qui ont trait au loyer, aux frais énergétiques, etc., ont tendance à augmenter de façon très forte, plus 5 points depuis 20 ans et une augmentation forte depuis 2020. Donc voilà, il ne faudra pas s'attendre à ce que à de grandes envolées côté consommation. Et quand on regarde les enquêtes sur l'inflation qui sont menées par l'INSEE, vous le voyez, la part des ménages qui déclarent avoir changé leurs habitudes de consommation en raison de l'inflation, désormais c'est 47% pour la note de juin 2023 contre 36% 6 mois plus tôt. Et donc quand les ménages nous disent avoir changé leurs habitudes de consommation, d'une part, ils diversifient leurs magasins pour les courses alimentaires, c'est-à-dire qu'ils vont vers des magasins qui proposent des prix plus attractifs. Ils changent de gamme, et ça, c'est massif. Il y a une vraie polarisation de la consommation des ménages en ce moment. Vous le voyez, hein, changer de gamme de produits, on est passé de 9% à 17% en 6 mois. Et enfin, manger davantage à domicile. Donc là, tous les acteurs de la restauration sont en grande difficulté. Et là, on voit une hausse massive des défaillances en ce moment. D'où notre scénario de croissance pour 2023-2024, qui est un scénario au ralenti, hein, 0,9% pour 2023 et 0,6% pour 2024. Par comparaison, on avait prévu 1,7% en 2023, l'an dernier, et 1,9% pour 2024. Donc vous voyez, ce problème lié à l'inflation nous fait perdre, en France 1 point de croissance. Il faudra attendre seulement 2025 avant de voir un rebond de la croissance française. Si on passe maintenant à l'industrie, côté climat des affaires, on a atteint un point bas par rapport à début 2021. Hein. On a des industriels qui aujourd'hui sont méfiants en termes d'investissement, en termes de croissance, et ça se traduit assez facilement si on fait un zoom sur l'industrie manufacturière. Nous, on a des prévisions, là encore, qui sont des prévisions de croissance assez faibles, et notamment très faibles par rapport aux problèmes qu'on a pu rencontrer en 2020. Hein. Pendant le Covid, on a eu une baisse de 12% de la croissance dans l'industrie manufacturière. Ça veut dire que dans l'industrie manufacturière, on n'a toujours pas retrouvé le niveau d'avant-crise. C'est l'un des rares secteurs où on est dans cette situation-là. Hein. Quand on regarde le BTP, quand on regarde les services, eux ont déjà rattrapé ce niveau d'avant-crise. Ce n'est pas du tout le cas pour l'industrie manufacturière en ce moment. Je vous ai fait quelques zooms aussi plus spécifiques à l'intérieur de l'industrie manufacturière, notamment des industries qui peuvent vous intéresser. Pour l'agroalimentaire, on a une baisse record de la production en 2023. C'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, une consommation des ménages en berne, et donc fatalement, ça se répercute dans l'agroalimentaire. Quasiment tous les secteurs sont concernés. Le seul secteur qui parvient justement à tirer son épingle du jeu dans l'agroalimentaire, c'est toute la boulangerie, pâtisserie industrielle. Ça marche très bien en ce moment. Et notamment, il y a un vrai gap de production qui a été effectué là, ces derniers mois, et des gains de part de marché même à l'export. Dans l'industrie métallurgique, les difficultés vont être renforcées en 2024.
vont être renforcées en 2024, notamment compte tenu des problèmes qu'on va rencontrer à l'export et notamment de ces problèmes de compétitivité que j'évoquais tout à l'heure. Donc un petit risque qui est attendu sur la partie métallurgie en 2024, en sachant que on a du mal à reconstruire notre industrie à l'heure actuelle en France, notamment sur toute la partie fonderie. J'évoquerai ce sujet-là tout à l'heure. On a pas mal de défaillances encore aujourd'hui en la matière. Sur toute la partie machines et équipements, on s'attend à un retournement en 2024, hein, plutôt une bonne année 2023, mais on a atteint des effets de seuil finalement voilà, on attendra des effets de seuil en fin 2023, donc un gros ralentissement pour nous d'après notre scénario de croissance pour 2024. Je vous présente ici très rapidement pour conclure, puisque ça c'est un peu la petite spécificité de cette année par rapport à ce qu'on avait présenté l'an dernier, le risque de défaillance. Alors la fonderie, c'est un secteur qui est structurellement risqué, mais là on va atteindre des niveaux qu'on n'avait jamais connus par le passé. Hein. Pour info, plus on se rapproche de 100 et plus un secteur est considéré comme étant risqué. Et ensuite, la métallurgie, 89, l'industrie du cuir et de la chaussure, 87, et là où il y a une grosse augmentation, là je vous ai mis, d'après notre indicateur Xerfi Risque, le top 10 des plus fortes hausses de risque sur moyenne période, c'est-à-dire 2023 versus une moyenne 2017-2019, beaucoup d'industriels. La métallurgie, plus 22 points de risque par rapport à la moyenne 2017-2019. Fabrication de produits laitiers aussi, on le voit en ce moment, il y a pas mal de grosses laiteries qui ferment et qui font défaut en ce moment. La fabrication de boissons, qui est pourtant un secteur qui est très peu risqué sur moyenne période et dont le risque de défaillance est là aussi en train d'augmenter. Donc vous le voyez, alors les doutes s'accumulent, j'ai pas envie d'être un oiseau de mauvais augure, mais les doutes s'accumulent sur l'économie mondiale et sur l'économie française. L'année 2024, je vais pas vous le cacher, sera difficile. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui provisionnent ce risque-là pour 2024. Donc voilà, 2024 sera compliqué. En revanche, et d'où l'intérêt peut-être de faire un webinaire l'an prochain, rebond attendu pour 2025. Donc voilà, il faudra manger un peu de pain noir sur 2024, mais des perspectives autrement plus optimistes pour 2025. Je vais maintenant laisser la parole à Virginie qui va vous parler des tendances et des perspectives de l'économie en Pays de la Loire. Merci Jérémy, bonjour à tous. Donc, en Pays de la Loire, je suis désolée. Moi, j'ai un écho. J'espère qu'il n'en est pas de même de votre côté. Ça y est, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, déjà, dans l'industrie, donc là, je vous ai mis à l'écran les résultats de l'enquête qui est menée chaque mois par la Banque de France et qui donne les grandes tendances avec le ressenti des chefs d'entreprise de la région. Donc là, qu'est-ce qu'on constate sur les dernières tendances régionales? C'est qu'après une progression en septembre, on est sur un recul au mois d'octobre et que vous le voyez, la courbe de tendance est plutôt à la baisse depuis quelques mois dans la région. Pour autant, quand même, ce qu'il faut noter, c'est que si les évolutions restent quand même particulièrement contrastées selon les activités industrielles quand on descend à un niveau un peu plus fin. Par exemple, les équipements électroniques et électriques, eux, parviennent bien à tirer leur épingle du jeu avec une progression de leur production. Alors, comme vient de le dire Jérémy, l'ensemble de l'activité agroalimentaire est en net recul. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est par exemple les produits de boulangerie, pâtisserie, qui sont très présents dans notre région. Eh bien, eux, ils vont plutôt bien et la production continue d'augmenter.
Le gros problème vient surtout de la filière viande déjà depuis quelque temps. Pour les matériels de transport, eh bien, on a aussi une hausse qui est surtout portée par tout ce qui est véhicules de loisirs et utilitaires. Vous le savez, on a aussi des producteurs de camping-cars dans la région, donc ça, c'est plutôt une filière qui se porte bien. L'aéronautique, après avoir subi un gros recul pendant le Covid, repart fortement à la hausse. Et puis aussi quand même à noter, parce que ça n'a pas toujours été le cas, une belle progression dans la filière textile, mode, maroquinerie. Alors c'est vrai que dans la présentation de Jérémy, on voyait un fort risque au niveau global, général, pour les industries du cuir et de la chaussure. En Pays de la Loire, on est quand même plutôt protégé. Alors, pas trop du côté de la chaussure, mais surtout du côté de la maroquinerie, parce qu'on abrite énormément d'entreprises qui travaillent pour le luxe. Et donc ça, ce secteur-là, lui, il va plutôt bien. Dans les services, eh bien, vous voyez, on a une hausse de l'activité, mais c'est pareil, c'est comme dans l'industrie, on a des différences quand même selon les secteurs. Et ce qu'il faut noter, c'est que le transport logistique, il est plutôt en baisse. Pourquoi ? Parce qu'il est quand même impacté par la recul de la partie agroalimentaire, de la production agroalimentaire dans la région, et puis aussi commence à être impacté par un recul de la construction. L'hébergement, restauration, lui, va bien. Et puis tout ce qui est activité comptable, la gestion, l'ingénierie, les analyses techniques, tout ça sont des activités qui se portent plutôt bien. Alors, justement, dans le BTP. Alors, vous voyez, l'activité poursuit, est toujours en hausse en octobre, tirée essentiellement par le second œuvre. Dans le gros œuvre, elle a plutôt tendance à se stabiliser. Par contre, du côté, là, on est sur des entreprises de taille assez importante. Du côté de l'artisanat, donc des plus petites entreprises, là, on note quand même une activité qui est sous la normale. Alors, c'est vrai que ces bons résultats nous ont un petit peu étonnés quand même dans un premier temps, parce que on est aussi confronté à une baisse de la construction neuve dans la région, et il y a aussi un recul de l'activité immobilière, de la vente de logements. Ce qui se dessine quand même ici dans la région, c'est que on reste quand même une région qui gagne des habitants tous les ans, donc ça dynamise aussi le secteur. Et puis que surtout, dans la construction, les chefs d'entreprise continuent de bénéficier des contrats qu'ils avaient signés en 2021 et 2022. Et donc, c'est vrai qu'ils sont plutôt inquiets aussi pour les prochains mois, pour 2024. Alors, au niveau de l'activité dans la région, ce qu'on voit, c'est que voilà, il y a un ralentissement, une baisse pour certains secteurs, mais qu'il n'y a pas de grosse rupture, en tout cas anticipée aujourd'hui par les chefs d'entreprise de la région. Si on regarde l'emploi salarié, alors là, qu'est-ce qu'on voit ? Vous voyez que la région gagne beaucoup d'emplois, ça fait de très nombreux mois. L'emploi progresse fortement. On a gagné 24 000 emplois en un an, ce qui fait une augmentation d'1,5%, une augmentation qui est supérieure à ce qu'on constate en France, où là on est plutôt sur une tendance de 1%. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'échelle des secteurs, l'industrie a recommencé à embaucher, donc était toujours sur une bonne tendance. Tout ce qui concerne les services marchands, là c'est pareil, ça progresse. Les services non marchands, c'est les services, c'est l'emploi, une grande partie de l'emploi public, ça progresse un peu moins vite, mais voilà, c'est moins soumis aux aléas conjoncturels, donc la progression est logique. Et puis vous le voyez, c'est le début du recul de l'emploi dans la construction. Les chiffres dont on dispose pour les Pays de la Loire s'arrêtent au deuxième trimestre, donc on n'est que sur un recul de 0,5, j'ai envie de dire, mais c'est sûr que ça risque de s'accélérer un petit peu dans les prochains mois. Les défaillances, justement, alors vous voyez, on a une forte progression des défaillances d'entreprises, une progression qui était attendue, puisqu'on parlait même au niveau national du mur des faillites. On a eu cette forte progression qui est due au remboursement des PGE qui ont été contractés pendant la période Covid. C'est dû aussi évidemment à la forte flambée des prix de l'énergie dont on vient de parler. Alors,
un petit point positif, si on peut quand même essayer de se dire que, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais la ligne bleue claire, qui est celle des Pays de la Loire, a tendance à se stabiliser. Donc on espère que la hausse, voilà, que la hausse va se stopper dans les prochains mois. Et puis aussi quand même, même si vous le voyez, le nombre de défaillances a vraiment progressé fortement, en niveau, on reste quand même inférieur aux défaillances qu'on avait fin 2019, c'est-à-dire avant la période du Covid. Alors le taux de chômage, vous le savez sans doute, hein, dans la région, il est particulièrement faible. Au deuxième trimestre, il était de 5,6%. À l'échelle des zones d'emploi, donc les zones d'emploi, c'est une petite partition supplémentaire, hein, une analyse plus fine au niveau géographique du territoire régional. Bon, là, vous voyez que dans certaines parties du territoire, le taux de chômage est vraiment faible, hein, puisque dans la zone des herbiers, on est à 3,2%. Donc forcément, dans ces territoires-là, il y a plus de difficultés de recrutement, mais il y a aussi des territoires où les taux de chômage sont un peu plus élevés. Alors nous, à l'échelle régionale, on n'a toujours pas la donnée, mais vous avez sans doute entendu parler, le taux de chômage au niveau France est légèrement remonté. Et donc forcément, on peut aussi nous s'attendre à une remontée légère du taux de chômage le prochain trimestre, mais on part quand même d'un niveau particulièrement bas. Alors pour terminer, je vous ai fait une carte qui vous montre à l'écran, à partir d'une veille qui est faite par ma collègue sur la presse régionale, tous les projets de développement qui ont été annoncés depuis début janvier 2023. Donc les projets de développement, c'est soit une nouvelle implantation, c'est un gros projet de recrutement, ça peut être des extensions, des modernisations de lignes de production, donc tout un tas de projets dans les entreprises. Et donc vous voyez qu'à l'échelle régionale, il y a beaucoup de projets de développement qui sont présents dans tous les territoires de la région, et puis aussi qui sont présents dans de nombreux secteurs d'activité, hein. À l'échelle de la région, vous le savez, qui est une région qui est quand même plutôt diversifiée. Donc, si on regarde un peu ce qu'on peut dire, hein, c'est que vous avez quand même beaucoup de projets dans tout ce qui concerne l'électronique, l'informatique, le numérique. Vous avez des projets dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, dans les métaux, la métallurgie également, dans les déchets, dans les matériels de transport, dans la menuiserie industrielle, bref, dans une grande partie des secteurs qui font la force de la région Pays de la Loire. Donc on a quand même aussi des raisons de rester optimiste pour les prochains mois. Merci. Christian, je te laisse reprendre. Okay. Voilà, avec la petite... Non, pas là, à côté. Bien, bonjour, rebonjour, je vois qu'il est 9h30, je serai donc concis. On a essayé de répondre en direct aux quelques questions qui nous ont été posées. On reste à votre disposition. Moi, ce que je retiens de cette discussion, il y a particulièrement trois points, c'est que dans un contexte quand même très tendu, la région des Pays de la Loire montre son dynamisme. Premier point. Le deuxième point, pour 2024, il va falloir agir pour pouvoir réussir dans des perspectives, des projections un petit peu pessimistes. Pour ça, il y a des voies de développement. On n'a pas eu le temps d'évoquer ça, mais c'est les perspectives plutôt favorables sur les marchés liés à la transition écologique qui peuvent être des voies de réflexion. Et puis le point, ça sera ma conclusion, c'est quand même vivement 2025 et toutes les promesses annoncées par Exerfi. Voilà, je vous remercie. On va vous annoncer, on va vous envoyer tout de suite un sondage auquel je vous invite à répondre. Ça prend à peu près 3 minutes et ça nous permettra d'envisager clairement les actions que nous pourrons poursuivre 2024 sur la thématique de la perspective économique et de la prospective. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'arrête. Au revoir.